Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et dans l'épisode du jour, j'accueille Nicolas, auteur et cofondateur du blog Avenue des investisseurs qui traite vraiment des différents domaines de l'investissement, bourse, SCPI, assurance vie, de la fiscalité, qu'on ait 20 ans, 40 ans, 60 ans ou 80. Et en fonction de ses envies, de ses besoins et des différentes étapes de notre vie. Donc Nicolas, il m'a appris plein de choses parce que c'est vrai que moi, vu que je suis non résident fiscal, il y a des choses que je connais, il y en a d'autres que je connais pas. Et puis bien sûr, on peut pas être sur tous les produits tout le temps. Il y a des produits qui sont plus adaptés en fonction de son parcours d'investisseur. Donc Nicolas, il va nous guider là-dessus. Avant, il avait été dans l'armée pendant 15 ans et il a pu dire bye bye colonel, notamment grâce à ses investissements. Je vais pas faire plus long dans l'introduction parce que l'épisode il est assez long. Il y avait vraiment matière à discuter. Je vous rappelle que vous pouvez partager cet épisode, vous pouvez le noter sur Spotify ou Apple Podcast, mais vous pouvez surtout le partager. C'est un épisode là qui va être assez généraliste, qui va concerner vraiment de votre sœur à votre tante, votre grand-mère. Ça concerne tout le monde, donc partagez-le. Si c'est votre sœur, vous pouvez peut-être lui envoyer sur TikTok. Si c'est votre mère, vous pouvez lui envoyer par email ou par WhatsApp. Vous pouvez le mettre en story Instagram pour vos amis. Voilà. On est parti, on se retrouve avec Nicolas de l'autre côté. Jingle. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, j'ai un invité que je suis ravi d'accueillir sur le podcast en la personne de Nicolas, créateur et co-créateur du site Avenue ou du blog Avenue des investisseurs. Salut Nicolas, comment vas-tu? Salut Thibaut, ça va et toi? Et donc, Nicolas, via son site, il transmet beaucoup de conseils, que ce soit pour les débutants ou les personnes expérimentées dans le domaine de l'investissement. Donc, on va voir avec Nicolas comment opter pour de bonnes stratégies d'investissement. Avant de démarrer, si tu pouvais, Nicolas, te présenter rapidement et nous partager ta première ou une de tes premières expériences professionnelles pour voir comment ça s'est passé et puis peut-être un peu les contraintes auxquelles tu t'attendais pas, auxquelles tu as dû faire face. Ça s'est pas super bien passé. Alors, j'ai Nicolas, 38 ans, j'ai un enfant qui a 2 ans, 2 ans et demi. Je suis marié. J'ai eu un parcours un peu marrant et rocambolesque. Non, mais la vie, c'est pas une ligne droite. À 20 ans, je me disais, à 25 ans, je ferais ça. À 30 ans, je ferais ça. À 35, 40 ans, j'avais déjà un plan tout prévu quand j'étais jeune. Et finalement, rien s'est prévu comme passé. J'ai divorcé il y a 5 ans. Je me suis marié il y a 2 ans. C'était pas la vie réserve bien des surprises. Et pareil, niveau professionnel, je m'étais lancé dans une carrière militaire quand j'avais 22 ans, officier. Donc, je suis passé rapidement par Saint-Cyr, mais très rapidement, 3 mois. C'est une formation de spécialiste parce que je ne suis pas un guerrier. Je suis à la base, je suis financier. Donc, j'étais contrôleur de gestion dans l'armée. J'ai juste fait 3 mois entre guillemets de service militaire pour comprendre les bases de l'armée, savoir porter le treillis, connaître les grades et savoir un peu comment se comporter. Mais voilà, j'ai fait 15 ans donc dans l'armée. J'ai fini capitaine il y a 2 ans. J'ai quitté l'armée il y a 2 ans. Dans l'armée, j'ai commencé dans un régiment. J'étais responsable administratif et financier. Après, j'étais dans un village perdu dans la Haute-Marne. Après, j'ai fait une OPEX, c'est une opération extérieure pendant 6 mois en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Là, c'était sympa, j'ai bien aimé parce qu'on pouvait, il y avait des conditions de vie agréables et franchement, c'était sympa parce que moi, j'avais droit à une villa avec, on appelle ça une nounou. Ouais, c'était cool. J'avais ma villa avec une nounou. Une nounou, c'est, on appelait ça comme ça parce qu'à l'origine, c'était des femmes qui s'occupaient des enfants, des couples. Les gens venaient en famille, les militaires venaient en famille à Abidjan dans le camp. Ils restaient 2-3 ans. Et donc, ils avaient une nounou qui s'occupait des enfants. Mais moi, j'y suis resté que 6 mois. J'avais ma nounou, mais c'était pas une nounou, j'étais pas un enfant, mais c'était la dame qui s'occupait, qui tenait la maison, qui s'occupait de faire les repas et tout. Super sympa. Okay. Et quand tu étais contrôleur de gestion, c'est quoi tu devais Et là-bas, j'étais 6 mois contrôleur de gestion. Bah là, on calculait, en fait, j'avais un budget annuel et il fallait pas le dépasser. Je crois que c'était 2 ou 3 millions d'euros.
Et c'était pas pour tout dépenser, hein. C'était pas pour, je crois que c'était pour le carburant, c'était pour l'entretien des bâtiments, chauffage non, parce que c'était Côte d'Ivoire, il faisait plus de 40 degrés. Abidjan, ça C'était va. pour la clim. C'était pour Ouais. la clim. C'était la Haute-Marne, c'était pour le chauffage, mais la Côte d'Ivoire, c'était pour la clim. Voilà, c'était Ok. un budget comme ça. C'était pas pour acheter des tanks, par exemple. Non, c'était Ouais, un budget de c'était. fonctionnement. Donc, Ok. je faisais le contrôle de gestion de ça. Et après, du coup, en Côte d'Ivoire, j'ai gagné bien ma vie parce que la solde opération extérieure, c'est x2 ou x2,5. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux finances personnelles, à me dire comment je vais placer ce pognon, quoi. J'avais pas l'habitude de Mhm. gagner 6 000 ou peut-être, ouais, c'était autour de 6 000 euros par mois. Et donc, je me disais, mais comment je vais placer ça? Là, j'ai dû commencer à m'intéresser au sujet. Après, je suis revenu en France, à Lille, 3, 4 ans en état-major, contrôleur de gestion, toujours. Et après, je suis parti à Paris à l'état-major, et là toujours un poste de contrôleur de gestion. Et franchement, j'ai quitté parce que ça m'éclatait pas de contrôler les dépenses. Ça m'éclatait pas. Moi, ce Mhm. que j'étais pas forcément, avec le recul, je me rends compte, j'étais pas super bon là-dedans parce que ça m'éclatait pas. Je faisais le job, hein, mais je faisais pas d'étincelles. Je me rends compte. Moi, j'étais plus fait pour faire travailler l'argent, pour investir, placer Pour l'argent. Si investir je que me serais pour éclaté, couper si les j'avais coûts, eu un quoi. budget. Voilà, plutôt que de couper les coûts ou de surveiller Mhm. les coûts, je le faisais, mais ça m'éclatait moins. Je m'épanouis bien plus à avoir, je sais pas, s'ils m'avaient donné 1 milliard d'euros et à les investir, je me serais éclaté. Mais là, Ouais, j'avais c'est ça. 1 milliard d'euros à suivre. On suivait les dépenses et le but du jeu à la fin de l'année, c'est qu'on ait dépensé pile 1 milliard. Donc, quoi Ouais, qu'il c'est arrive, on dépensait 1 milliard. Donc, l'objectif, il était, dans tous les cas, je savais qu'à la fin de l'année, je serais à 1 milliard, quoi qu'il arrive, j'allais couper là ou là, mais dans tous les cas, je serais à 1 milliard. C'est beaucoup plus excitant, je trouve, d'avoir 1 milliard de budget, l'investir et d'avoir l'objectif d'avoir, je sais pas, 1,1 milliard ou 1,2 milliard à la fin de l'année. On sait pas où on sera et je trouve que c'est beaucoup plus excitant. Et c'est pour ça parce que que, du coup, ouais. s'il en manquait, enfin, admettons que vous ayez que dépensé 8 ou 900 millions, là, tu allais engager des projets de dépenses. Là, Mhm. on est embêté. Si on était qu'à 900 millions sur 1 milliard, c'est un peu gênant. L'année prochaine, le budget, on va nous dire, ah, vous voyez, vous aviez trop, on vous coupe le budget, vous n'avez pas besoin d'1 milliard. 900 millions, ça suffit. Donc, en fin Ouais. d'année, on peut être amené à accélérer les dépenses et dire, ce projet qu'on pensait faire en 2022, on va un peu l'accélérer, on va le financer dès maintenant. Parce que si on Mhm. a tapé 1 million, le Bercy va dire, non, mais vous avez trop d'argent. Donc non, Ouais, c'était une c'est ça qui gestion est qui était fou, saine, c'est ça. une gestion saine, mais il fallait qu'on atteigne le budget qui était prévu. Et à l'inverse, si on allait trop vite dans le budget, fallait pas dépenser n'importe comment. C'est l'argent des citoyens et fallait Mhm. mettre le haut là. Mais il y avait pas trop de suspense. On savait qu'on Ouais. on atteindrait 1 milliard. Si on avait 1 milliard, fallait atteindre 1 milliard. Et le job, c'était de consister à atteindre cette cible, mais il fallait être efficient. Il fallait pas dépenser n'importe comment. Il fallait dépenser pour les bons projets. Forcément. Et Ouais. puis dans l'armée, il n'y a pas non plus trop de, quand on entend, il n'y a pas non plus trop de surplus d'argent dont on ne sait pas quoi faire, quoi. Visiblement, il y a quand même Ouais, non, il y avait des, toujours non, il y a toujours des des besoins. équipements ou des choses à mettre à Ouais. jour. Non, on n'était pas super large, quoi. Et en plus, du coup, quand tu étais en OPEX, tu dépensais rien, je suppose, ou très très peu, non? Oui, en OPEX, c'est pour ça que non seulement j'avais 2 fois plus de revenus, mais quasiment zéro dépense parce que en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'était le franc CFA et 100 francs CFA, ou plus simple, 1000 francs CFA, ça fait 10 francs et 10 francs, c'est 1,50 €. C'est comme ça qu'on Hmm. comptait. C'est les anciens francs, en fait. Les francs CFA, c'est les anciens Ouais, francs c'est français. C'est ça. pas les francs français, c'est les anciens francs qu'ont connus nos grands-parents. Donc, 1000 Ouais. francs CFA, c'est 100 balles. Et non, c'était 10 francs et c'est 1,50 €. Et Ok. Et avec ça, tu pouvais une acheter des bière, trucs. c'était Ouais. genre 100 francs CFA, ça faisait 15 centimes, quoi. Enfin, du coup, on Ah avait ouais. un pouvoir d'achat qui était énorme. Tu faisais un super repas pour l'équivalent de 5 euros et puis on pouvait pas sortir comme on voulait, etc. Donc on dépensait Oui, bien très peu. sûr. Ma nounou, c'était l'équivalent de 100 euros par mois. Et elle était très heureuse avec ça parce que c'était 2 ou 3 fois le salaire local. Donc, j'ai donné 100 euros par mois, même des bonus. Elle était super heureuse et elle bossait. Des fois, elle faisait la sieste, même dans la maison. Donc, elle avait un rythme. Elle travaillait 2 fois moins que normalement si elle n'était pas Ouais. à notre service. Et elle était payée 2, 3 fois plus que. Donc non, le niveau de vie, il était top. On dépensait beaucoup moins Hmm. et on gagnait beaucoup plus. Donc c'est pour ça qu'on avait une capacité d'épargne qui était énorme. Et c'est là que je me suis intéressé au sujet. C'était en 2009. Ok.
Ouais. Bah, c'est bien, du coup, tu as un bon recul. On va pouvoir parler de ça parce que c'est vrai que la bourse, par exemple, les gens, ils ont un peu du mal à se lancer, tu vois, et les premières années, tu as un peu, comment dire, enfin, tu sais, quand tu perds un tout petit peu, ça te met mal. C'est vrai que nous, enfin, je sais Ouais. pas comment est ton portefeuille, mais le mien, vu qu'il y a plein de plus-values latentes, même si demain, je sais pas, le portefeuille, il perd 10 000 euros. Bon, ça va pas te faire Ouais, plaisir, on mais s'en ça fout. fait moins mal que si tu viens de mettre, tu vois, même si tu as mis 10 000 et que tu es à moins 1000, tu es là, pouah, j'aurais jamais dû Ouais. investir là-dedans. Donc, toi, si t'es si t'es depuis 2009, je suppose que en plus, 2009, c'était un peu une bonne période pour rentrer. Donc, Ouais. Ouais, 2009, on avait subi le ouais. crack de 2007-2008, mais je suis pas rentré tout de suite en 2009. En fait, 2009, j'ai commencé tout doucement parce que moi, Ok. mes produits que je connaissais à l'époque, j'étais vraiment au niveau zéro, hein. Pourtant, j'avais fait Ouais. des études un peu en finance, comptabilité et contrôle de gestion, mais jamais on a abordé les finances perso. Donc moi, j'avais Ah, bien jamais sûr, ça n'a entendu aucun parler de rapport. Ouais. PEA, d'assurance vie. Ouais, ça n'a aucun rapport. Souvent, les gens font Mm. l'amalgame, mais vraiment, c'est comme si j'avais fait des études littéraires, quoi. J'avais Mm. niveau zéro en finance perso, et mes parents jamais, ils m'ont jamais rien appris. J'avais juste un livret A et un PEL. Donc vraiment, 2009, je me suis intéressé au sujet, mais vraiment par la petite porte. J'ai juste ouvert une assurance vie et j'ai failli ouvrir n'importe quoi comme assurance vie. J'ai failli ouvrir la banque postale. Finalement, je me suis renseigné, j'ai ouvert une bonne, sans frais sur Ok. versement, peu de frais de gestion, des bonnes unités de compte. Et j'ai commencé comme ça timidement avec l'assurance vie. Et après, peut-être un an ou deux plus tard, j'ai commencé avec des unités de compte en assurance vie. Et je crois que c'est seulement en 2010 ou 2011, peut-être que j'ai ouvert mon PEA, mais toujours très timidement, avec juste 1000 euros. Et au début, en faisant un peu n'importe quoi, en achetant des actions à gauche et à droite, un peu au pif. Ma première action, je crois que j'ai eu beaucoup de bol. Mais il faut faire attention à pas confondre chance et talent. On pouvait se C'est dire, ah, ça. mais j'ai fait plus 30% sur page jaune, c'était page jaune. Et je me suis dit, putain, Ouais. je suis bon. J'ai acheté, je sais plus, genre à 7 euros, j'ai revendu à 10 euros. Et juste après, après que j'ai revendu, ça a chuté. Mais vertigineux, ça a chuté en dessous d'1 euro. Et je me suis dit, ouais, Ouais. mais je suis pas mauvais, j'ai vendu au mieux. Mais non, avec le recul, je me dis que j'ai juste eu de la chance, quoi. J'ai juste C'est eu ça. une chance phénoménale d'acheter quand c'était bas et de vendre pile quand c'était quasiment le point haut, le plus haut ever. Mm. Mais en fait, c'était juste une question de chance parce que j'ai rien étudié. Et même si j'avais étudié un rapport ou fait de l'analyse technique, j'aurais peut-être vendu et je me serais dit, ah, c'est grâce à l'analyse technique. Mais non, c'était juste une question de chance avec le recul. Parce qu'après, j'ai continué à faire ça. Et après, j'ai pas eu de chance. Après, j'ai fait d'autres actions et Forcément, c'est ça. sur d'autres C'est actions, je comme me suis occasionnel. planté. Et là, bah, c'est le parcours classique. Après, je me dis non, mais en fait, j'ai Mm. pas de talent. Et en me renseignant, il y a quasiment personne qui est gagnant à long terme en investissement, en investissant en stock picking. Ça s'appelle le stock picking. En fait, Mm. sélectionner ces actions. En Surtout pas quand investissant tu comme ça, commences à les quasiment vendre. personne. En fait, c'est ça Hein. le gros biais, quoi. Quand tu commences à faire des allers-retours, c'est là où ça se passe mal en Ouais. général. Ah ouais, c'est encore plus dangereux quand tu fais de Ouais. l'achat-vente. Non, c'est hyper Ouais. casse-gueule. Et c'est pour ça, depuis, je suis passé aux trackers. J'ai découvert les fonds indiciels, les trackers. C'est-à-dire, j'achète directement un panier, le tracker Nasdaq, par exemple. J'achète toutes les actions du Mm. Nasdaq avec un seul ordre. C'est un panier. Et Mm. donc, je fais pas d'erreur de sélection de titres. Si Google ou Facebook se pète la gueule, je m'en fous. J'ai tous les autres titres du Nasdaq Ouais. qui compensent, quoi. Donc c'est beaucoup moins casse-gueule et je fais plus d'achat de revente depuis des années. Maintenant, je fais juste des trackers long terme, passifs, et c'est ce qui Et que marche par t'achètes. rapport à ceux Ouais. qui font du trading. Ouais, j'achète et je fais Mm. du buy and hold. J'achète et je conserve. Bête, Ouais. c'est bête et méchant, mais c'est ce qui fonctionne. C'est l'inverse de ce que font tous les traders, etc. Mais quand on regarde les statistiques, les gérants de fonds actifs, à 99% du temps, ils sont battus à long terme par les trackers, Par les trackers, ouais. Bien par sûr. Madame Michu qui investit en tracker et qui attend. Mm. Donc, Ouais, on je dit suis aussi que humble. les morts, ils Ouais, sont meilleurs que les vivants, là. Enfin, je sais pas si t'as déjà vu ben c'est ça. des études, Ouais, des trucs comme j'ai vu ça. ça. Ouais, c'est les meilleurs investisseurs, c'est ceux qui sont morts ou c'est ceux qui ont perdu leur login pour se connecter. Eux, ils savent plus se Ouais. connecter. Du coup, ils regardent pas. Ils redécouvrent leur login 10 ans après. Ils ont gagné un paquet de pognon, comme en crypto. Ouais. Le mec Ouais. qui a perdu sa clé d'accès, qui les retrouve 10 ans après sur son petit bout de papier, eh ben, c'est le mec Mm. qui a fait fois 10 000% ou fois 100 000%. Ouais. Tandis que s'il avait gardé son code tous les jours, il se serait connecté. Arrivé à fois 2 ou fois 3, il aurait vendu en disant mais c'est génial, je fais fois 2. Et finalement, il aurait loupé une hausse énorme. Donc ouais, les meilleurs investisseurs, c'est ceux qui sont passifs. Ils oublient leur code. Mm. Et quelques années après, bah, quand ils ont besoin de pognon, ils vendent, mais C'est ça. ils ont pris une hausse phénoménale entre Ouais. temps. Ouais. Faut passif, faut pas être un excité quand on investit. Faut pas être un excité, un fou de la gâchette. Ouais. Et il faut être tranquille et voilà. On prend le Ouais, c'est pognon. ça, parce que nous, en fait, on parle souvent des pertes,
tu sais, des pertes, t'achètes, enfin, quand tu revends moins cher que tu as acheté, mais les plus grosses pertes, si on peut appeler ça des pertes, c'est en fait quand t'as pas laissé courir un gain, quand tu as une action Oui, qui a c'est un manque à explosé et qu'en gagner. fait, ouais, c'est ça généralement qui Les fait plus qu'un grosses pertes, c'est portefeuille les manques à gagner. ouais. Et c'est vrai que là, j'ai lu un article il y a pas longtemps sur Tesla. Alors moi, moi j'ai pas mal de TF, j'ai aussi des actions que j'ai choisies. Bon, après c'est aussi un peu un passe-temps, hein, Mm. j'avoue de. Et moi, par exemple Tesla, ça fait hyper longtemps que je trouve que c'est beaucoup trop cher. Mais du coup, Ouais, si t'es, en fait, j'ai récupéré une partie de la performance via les ETF et j'ai lu des articles de ouais. beaucoup de gestionnaires de fonds actifs qui trouvent que c'est trop cher depuis longtemps, comme on le dit tous. Hein. Ah oui, ils disent ça depuis Et en fait, 5 ans et du coup, ils ont perdu ouais, voilà. énormément. Et du coup, si tu compares le benchmark de l'indice à leur performance, vu Hein. qu'ils ont juste pas pris celle-là et qu'elle a fait, Ah oui, ils je sont, sais même pas combien, enfin des multiples à deux chiffres, ouais, ouais, ils sont du largement coup, perdants. ils sont largement perdants parce que pour un choix de, donc ça peut être à la fois un choix à l'achat qui peut te biaiser, mais aussi Hein. ne pas acheter en fait Bah une oui. action à laquelle tu crois pas trop et C'est pour ça que tu achètes un tracker. En achetant le tracker, bah, tu as toutes Mm, les actions de l'indice, même mm. celles, a priori, tu parierais pas dessus, mais vaut mieux être surtout parce qu'on ne sait jamais, il y a des surprises. Il faut pas se Ouais. couper parce que la plus grosse perte, c'est le manque à gagner. C'est ne pas investir, c'est ça la plus grosse perte. Parce que les marchés sont structurellement haussiers à long terme. Et depuis 5 ans ou 10 ans, il y a des gens qui disent c'est trop, j'achète pas. Et finalement, bah, ils ont un manque à gagner qui est énorme. C'est phénoménal. Et ça vaut pour tout. Ça vaut pour tous les actifs, les actions, l'immobilier, les cryptos. Depuis longtemps, ça fait qu'augmenter avec des baisses passagères, mais c'est toujours passager. Mm. Et après, ça redécolle. Et si t'as pas investi, bah, t'es le grand perdant de l'histoire. T'as, t'as raté le train. Ouais. Ouais, T'as il y a raté le juste les train. salaires qui augmentent pas trop en fait quand, quand on Ben, c'est regarde. ça. C'est pour ça que ouais, vaut mieux être un investisseur qu'un travailleur, parce que le Ouais, travailleur, tu gagnes pas plus de 20% par an. Tandis que l'investisseur, là, il s'est ok. bien gavé entre les actions, l'immobilier, les cryptos. Ouais, Ouais, c'est énorme. ouais, c'est ça. Je pense que, enfin, moi, je le dis toujours, vous n'êtes pas plus intelligent qu'un autre, ou alors ça sert à rien de l'être par rapport au marché. Là, Mm. si tu regardes depuis 2020, tu as des petites villes en France. Enfin, par exemple, tout le monde disait, ouais, Paris, c'est un truc sûr. Paris, ça, les prix, ils ont limite stagné, voire un peu baissé. Puis Ouais. tu as des villes, Limoges et tout ça, qui ont fait plus de 20%. Ah Bah, oui, t'as beau être c'est le incroyable. gars qui a le mieux étudié le marché, il y a rien qui explique Mm. qu'à Limoges, en un an, ça avait pris 20% et que Ah oui. depuis 10 ans, ça avait rien pris, tu vois. Personne, Enfin, personne n'aurait misé dessus. Quand on regarde les articles il y a un an ou deux, bah, tout le monde disait on va continuer le trend, à savoir les grandes villes vont continuer de progresser et les petites villes, la campagne, ça va régresser. mm, Personne n'avait prévu ça, quoi. C'était impossible. Et il y a un an ou deux, on disait ah c'est le Covid, tous les prix immobiliers vont baisser. Ben non, ça a augmenté encore un truc de fou partout, sauf dans les grandes villes, sauf Paris. Paris, ça a stagné, voire un peu baissé en un an. Et enfin, personne ne pouvait le ouais, savoir. Ça, c'est pour ça qu'il faut être investi un peu partout sur tout le marché parce que c'est totalement imprévisible. Le futur est totalement mm, imprévisible. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a les grandes tendances historiques depuis le début du capitalisme, depuis plus de 100 ans. On sait que les actions, ça monte à long terme. On sait que l'immobilier, ça monte à long terme. Les actifs progressent à long terme. C'est tout ce qu'on sait. Et on sait que, grosso modo, les actions, c'est 7% par an, avec des hauts et des bas. Mais en moyenne annualisée, malgré les cracks qu'il y a eu régulièrement, c'est 7% par an. L'immobilier, c'est pareil. On sait que c'est plus 3, plus 4% par an. Voilà, mais on mm. surfe sur la vague, une grosse tendance de fond, mais on n'essaye pas de choper les petites vaguelettes parce que ça, c'est totalement imprévisible. Exact. Et du coup, ta stratégie maintenant, ta stratégie d'investisseur, c'est laquelle? Comment Bah moi, c'est tu c'est gères tes d'être fonds? fainéant, c'est d'être passif, c'est d'avoir défini une allocation de base. Je me suis dit, vu que j'ai maintenant à mon âge, j'ai acheté ma résidence principale il y a un an, je suis posé. Donc, je redéfinis mon allocation patrimoniale, à savoir, je veux dans mon patrimoine toujours 10% de fonds euros. Alors c'est pas ça tout à fait, hein, mes Mm. chiffres, c'est 20%. Il faut que je relise mon Excel. J'ai un Excel, tout est. En fait, ouais, je recommande à tout le monde d'avoir un Excel et d'écrire noir sur blanc sa stratégie pour ne pas oublier. Et moi, tous les mois, je fais mon bilan et je regarde si je colle à mon allocation patrimoniale. Et je crois que c'est 20% de fonds euros, 40 ou 35% IMO, 35% actions. Donc là, ça fait 90% et à peu près 5-10% d'actifs exotiques, atypiques. Là-dedans, je compte les cryptos, notamment les cryptos, l'or. Je m'autorise peut-être un peu de forêt plus tard.
ce que j'appelle les actifs atypiques, ça reste les cryptos dedans. Mais en gros, j'ai une allocation patrimoniale, X% fonds euros, Y% actions, Z% IMO et Z' pour l'exotique. Le total fait 100%. Okay. Et je veux pas m'écarter de cette allocation parce que je considère que c'est mon projet. Je veux beaucoup d'actions. Si on totalise actions, IMO, crypto, ça fait à peu près 90%. Parce que j'investis à long terme et donc je veux choper les marchés qui sont les plus rentables à long terme. Mais il y a 10 ans, je voulais préparer mon apport immobilier. J'avais plutôt autour de 50% de fonds euros parce il me fallait de l'apport. Le fonds euro, c'était garanti à capital. Ça rapporte pas beaucoup, mais c'est une garantie en capital et j'avais besoin de cet argent pour un gros apport immobilier. Voilà, donc à chacun d'avoir sa propre allocation patrimoniale et après, c'est juste être passif. Ce qui fait la performance, en fait, c'est l'allocation, c'est de me dire, je veux 90% entre les actions, l'IMO et les fonds et les cryptos. Et ça, je n'en démords pas. À long terme, je vais suivre ça tous les mois. Je veux rester collé à cette allocation. Et c'est ça qui fait la performance. Et après, dans les actifs, OK, pour les actions, je vais prendre des trackers. Les actions, en fait, j'ai 90% trackers et 10% bac à sable. Comme tu disais tout à l'heure, j'aime bien aussi un peu jouer sur certaines actions et je m'autorise 10% en bac à sable. J'ai des actions, par exemple, LVMH, j'ai Amazon. Voilà, j'ai quelques actions, mais 10% parce que je sais que je suis pas forcément un bon trader et je préfère avoir 90% de fonds de portefeuille trackers. Et ça fait mieux généralement que mes 10% d'actions. Donc, pour ma poche action, c'est ça. Pour ma poche immobilier, j'ai beaucoup de paires papier. J'ai 3 SCPI et je compte investir encore sur 2-3 SCPI différentes en 2022. Les SCPI, c'est des sociétés civiles de placement immobilier. C'est par exemple, j'achète une SCPI qui s'appelle Immorente, qui pèse 3 milliards d'euros, qui a plein d'appartements dedans, plein de bureaux, plein de commerces. Et il me reverse les loyers tous les 3 mois. Et moi, j'ai rien à gérer, c'est la société de gestion qui gère. Donc encore une fois, c'est passif. Je suis un investisseur passif. Et ces CP, tu les as à crédit ou tu les as en... Je les ai à crédit. Ouais, c'était pour le levier de l'endettement. Pour moi, l'immobilier, il faut le faire à l'endettement. En fait, toute ma capacité d'épargne, c'est pour les actions et un peu les cryptos. Et toute ma capacité d'endettement, c'est pour l'immobilier. Comme ça, je fais travailler beaucoup plus d'argent. Mon épargne, je veux pas la sacrifier. Ça serait un peu bête de la dépenser pour l'immobilier, alors que l'immobilier, je peux l'acheter à crédit. Et je fais travailler beaucoup plus d'argent. À 1% d'intérêt en plus, quoi. Enfin, plus ou moins. Ouais, en plus, maintenant, on s'endette à 1%. Donc, en effet, ça serait dommage de... Je préfère placer mon argent à 4% ou à 7% sur les marchés et emprunter à 1% et l'investir en immobilier. Ça serait dommage de griller, je sais pas, 100 000 euros d'apport en immobilier, alors que je peux emprunter à 1%, je mets mes 100 000 à 4% ou à 7% en bourse, quoi. Ouais, c'est ça. Et mon immobilier, donc c'est tout à crédit, des SCPI, et peut-être un appartement locatif à Paris ou en région parisienne. En 2022, je suis en train d'étudier ça. Ouais, j'aimerais bien faire du LMNP. Pour nous, c'est la meilleure niche fiscale. Bien sûr, pour toi aussi, je pense. En immobilier, c'est ce qu'il faut faire. Le LMNP, c'est vraiment le cheat code incroyable pour avoir 0 revenu imposé. Au lieu de se taper normalement en tranche 30%, normalement c'est 30 plus 17,2 de prélèvements sociaux. Je serais presque à 50% d'impôts, tandis que là, je vais être à 0% d'impôts sur les revenus locatifs parce que je fais du LMNP et que je vais optimiser avec l'amortissement comptable. Donc pour l'immobilier, je fais comme ça. Les cryptos, je m'embête pas, je suis aussi passif. J'ai pris des trackers en crypto-monnaie, un tracker qui regroupe les 5 plus grosses cryptos du marché. Ça s'appelle HODL, HODL, et ça regroupe les 5 plus grosses cryptos du marché. J'ai pris les poids lourds parce que je suis pas assez compétent pour choisir des altcoins ou des shitcoins. Je m'y connais pas assez, je suis passif et je considère que c'est les 5 poids lourds qui ont le meilleur couple rendement risque, qui m'offre une bonne renta et en même temps pour moins de risques que les autres. C'est ça, si tu regardes la performance de l'Ethereum par exemple, parce que là j'ai regardé, j'ai fait le bilan un peu de mon année dans l'épisode là de cette semaine et l'Ether, tu te dis c'était déjà le deuxième plus grosse crypto et puis elle a fait elle a pris sur l'année des dizaines de pourcents, si c'est pas plus que 100% même. Donc et du coup ça c'est les cryptos, c'est en fait tu les investis en euros. Enfin tu passes pas par une plateforme style Binance, Coinbase ou quoi. Non. En fait je suis un peu fainéant. Je suis vraiment l'investisseur fainéant en fait. Moi c'est pour ça que j'aime bien investir en fait. À la base je suis un fainéant et j'aime pas travailler pour l'argent. J'aime que l'argent travaille pour moi. Et c'est pas moi qui travaille pour l'argent, c'est l'argent qui travaille pour moi. C'est pour ça que je suis vraiment fait parce qu'on l'a pas dit, toi pour l'instant t'es
t'as dit bye bye colonel, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Bye bye mon colonel. Et je me suis il y a 2 ans. Voilà. Et c'était pas bye bye patron, c'était bye bye mon colonel. Ouais. Et voilà, maintenant je vis parce que j'avais mes investissements de côté pendant 15 ans. J'ai beaucoup épargné et beaucoup investi. Donc j'ai une bonne assise financière. Et puis mon site, on a 150 000 visiteurs par mois. Ça marche bien. Avenue des investisseurs, ça marche bien. On a beaucoup de visites. Et les gens, quand ils demandent des questions, nous on fait pas de conseils, on fait de l'éducation. Quand ils demandent du conseil, on les oriente vers un partenaire CGP. Et on a des rétrocommissions. Voilà, on ne ment pas là-dessus. On est clair. On a des rétrocommissions du CGP, mais c'est un bon conseiller. CGP, c'est un conseiller en gestion de patrimoine. On a choisi un bon qui ne va pas vous dire prenez du Pinel ou prenez de l'assurance vie d'OB. Non, il recommande. Il fait surtout du conseil, du bon conseil juridique et fiscal. Et s'il vend des produits, il va pas vendre sur le Pinel avec 5% de commission ou des trucs. Ouais. Il va vraiment voir dans l'intérêt de l'épargnant. Donc c'est quelqu'un qui a notre même approche de l'investissement. Donc on est raccord là-dessus. Voilà, ouais, depuis 2 ans, du coup, j'ai quitté l'armée. C'est ça. Je vis de ma passion en fait. Ouais. J'ai investi beaucoup, donc j'ai mes revenus financiers qui tombent tous les mois et en plus j'ai des revenus avec le site et c'est ma passion qui me nourrit et ça m'éclate bien plus de rédiger des articles qui sont lus par plein de gens plutôt que de faire du contrôle de gestion, quoi. Et je pense que j'ai plus d'impact pour la société. Les gens, ils lisent le site, ils savent comment investir et les gens me remercient par mail. J'ai reçu une boîte de chocolat hier. Je suis hyper heureux, quoi. Dans mon boulot, on m'a jamais donné de boîte de chocolat avant. C'est bien, t'as respecté les 1 milliard d'euros, t'as le droit à une boîte de. Bah non, j'avais juste une tape sur l'épaule et puis j'étais bloqué capitaine, quoi. Dans tous les cas, j'allais pas monter plus haut, je pense. Donc là, tandis que là, les gens, Rita hier, je sais pas si elle écoute, mais merci Rita, j'ai reçu la boîte de chocolat hier. Je t'ai remercié par mail d'ailleurs, mais et voilà, c'est super. On a de la gratitude et c'est génial, quoi. Ah, c'est ça la puissance d'Internet, tu vois, 150 000, mais c'est incroyable, c'est une ville comme Nancy, tu vois, enfin, je veux dire, c'est... C'est énorme, 150 000 par mois. Il y a 2 ans, par mois. Il y a 2 ans, on n'avait rien, quoi. On avait 10 visiteurs par jour et c'était la famille, les amis et ça faisait pitié. Et on disait, on va arrêter, ça fait 6 mois qu'on écrit. C'était hyper fatigant. On a rédigé plein d'articles, de faire plein de choses et on voyait pas le résultat. C'était un peu déprimant, à vrai dire. Et puis ça a décollé là il y a 1 an, il y a 2 ans à peu près, 1 an ou 2, ça a commencé à décoller. 10 000 par mois, 30 000 par mois, 50 000 et là on est à peu près à 150 000 par mois et on se dit on a bien fait de s'accrocher. Et puis voilà, les Français apprennent plein de choses parce que c'est pas leur banquier qui va leur expliquer ça. Il y aurait un gros conflit d'intérêts. Le banquier peut pas expliquer d'aller choisir une autre assurance vie qui est mieux, qui a moins de frais. Sinon il a plus de clients. Pareil, le vendeur de Pinel, il peut pas dire comparer cet investissement avec un LMNP dans l'ancien. Il peut pas dire ça, sinon il vend pas son Pinel. Donc il y a plein de conflits d'intérêts partout. Et nous, moi-même, j'étais dégoûté par ça quand on a voulu me vendre du Pinel et de l'assurance vie d'OB en 2009. J'étais dégoûté. J'ai appris et je me suis dit, voilà, faut que je crée mon site. Je vais expliquer ça à tout le monde. On l'a créé avec Ludovic, il est chercheur en biologie, rien à voir, mais comme moi, il est passionné par l'investissement. On s'est dit, on va créer notre truc et on va expliquer aux gens qu'il faut comparer et qu'il faut connaître les bases de la fiscalité. Sinon, on se fait pigeonner toute notre vie et sinon, on reste dans la rat race toute notre vie. Ouais. C'est ça. Et c'est un bon équilibre. Lui, il travaille encore et puis je suppose qu'il est satisfait. Il fait encore des missions. Biologie s'éclate aussi dans la biologie. C'est le pur chercheur, mais en même temps, il s'éclate aussi à rédiger les articles et à expliquer comme lui, c'est plus l'investissement en bourse. Et il s'éclate à expliquer ça aussi. Il a les devis. Il a ses devis. Ouais, c'est ça. Je pense que si on peut donner un conseil, c'est quand on te propose un produit, demande-toi, faut toujours se poser la question qui gagne quoi et comment et dans quel cas. Et c'est là où tu peux savoir si le conseil il est transparent et les gens c'est normal qu'ils en vivent. Après moi j'étais faut pas hier exagérer, quoi. Ouais. J'étais hier à ma banque, à une des banques où je suis parce que je dois racheter un crédit, c'est un peu compliqué. Et en gros la banque elle me demande de nantir c'est pas énorme, c'est un petit pourcentage du 10%, je crois même pas en assurance vie du crédit et du crédit pour avoir le crédit.
Ouais, pour avoir le crédit. Et après, soi-disant, quand tu auras le capital qui sera remboursé à cette hauteur, tu peux récupérer l'argent. D'accord. Et bon, moi, je veux les fonds, tu vois. Donc, en gros, elle me propose ces trucs. Tu sais, elle commence un peu à essayer de m'expliquer la vie. Moi, je veux juste les fonds pour Ouais, c'est mon un peu le emprunt, tu chantage vois. Et c'est classique. très bien. Enfin, pour moi, c'est l'assurance vie que je vais mettre là-bas. Ça va faire 0, tu vois. Ouais. Mais mine Tu de sais que t'es rien, perdant, ouais, mine de rien, il m'avait déjà fait souscrire un truc comme ça. Mais coup de chance en 2020 et ça a fait plus 48%. J'ai vu, elle Ah m'a oui. montré hier. C'était Et quoi? Mais ben, là, je pense que c'était un c'est pas le fonds. talent, je pense que c'est la chance. Non, non, c'était des unités de compte equity américaines et je pense Ouais. que le crédit, je l'ai signé aux alentours. C'était en mars 2020, tu vois. Donc je pense quand la bourse elle D'accord. avait déjà baissé. Coup Ah, de ah ouais, c'est chance, un coup de quoi. chance Et phénoménal, ça arrive au pile coup de mot. chance, le truc qui arrive Et le mec, jamais. il va dire, vous voyez, comme je suis bon, je vous ai permis de faire plus 48%. Mais alors, Ouais, c'est ouais, c'est juste qu'il est ça. tombé au bon endroit au bon moment. C'est une chance phénoménale. Et pour un cas comme Euh, toi, il y a 10 000 cas qui se sont faits. c'est clair. Ouais. Mais bon, du coup, j'ai signé ces papiers. Moi, je voulais juste les fonds, tu vois. Et puis, je me dis, bon, bah voilà, Ouais, l'argent, il est bloqué. C'est comme un apport, en fait. C'est la même chose. Enfin, ouais. Ouais, faut jouer je le commence à game. avoir pas De mal de temps en temps, biens. Et on sait puis, que le produit est pourri, tu sais que l'assurance vie est pourrie, mais tu vas jouer le game en disant, bon, ok, je vais lui faire plaisir pour avoir mon crédit, je vais lui faire plaisir, je vais Mhm. lui céder ça. Je sais que j'ai un manque à gagner parce que c'est pas terrible cette assurance vie, mais je vais lui céder ça pour Mhm. lui faire plaisir. Et puis tu prends le crédit et puis tout le reste, t'investiras ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est classique. Exact. Ok. Bah, du Mais au coup, moins, en fait, je t'es voulais voir conscient du avec. truc. Ouais, c'est ça. Moi, je suis conscient. Bah, du coup, je voulais voir avec toi. Donc, sur votre site, vous faites. C'est quoi les principales thématiques? Assurance vie, je suppose, banque en ligne, Oui. bourse. Il Alors y a ouais, d'autres on a en thématiques? fait le site, il est un peu conçu comme un livre que tu Mhm. vas lire dans l'ordre des pages pour acquérir les bases progressivement. Il faut lire dans l'ordre. Tu vas pas apprendre à optimiser une holding avant de savoir ce que c'est les intérêts composés ou avant de savoir ce que c'est l'assurance vie. Tu vois, tu as vraiment un Ok. apprentissage qui est progressif et on a raisonné par étapes. Pour nous, il y a 6 étapes. La première étape, c'est de lire le guide de l'épargnant qui t'explique les bases, qui t'explique ce que c'est un rendement, ce que c'est le risque, comment on mesure le risque, la volatilité, le risque de liquidité. Quand tu investis quelque part, est-ce que c'est liquide? Est-ce que tu peux retirer dès le lendemain ou est-ce que c'est très long à Mhm. retirer son argent? Ça, c'est pour tout investissement, il faut se demander quelle est la liquidité. Ça vaut pour l'immobilier ou les actions ou tous les investissements. Donc, on explique vraiment les bases, les critères, rendement, risque, liquidité, les intérêts composés. Voilà, donc c'est le guide déjà à lire. Et après, on explique déjà, il faut avoir aussi une bonne banque pour le compte courant et la carte bancaire. Prenez une banque en ligne qui vous embêtera pas à vendre des produits d'épargne daubés. Prenez juste un compte courant, une carte bancaire, c'est gratuit en banque en ligne. Donc, on a un comparatif des banques en ligne et qui aussi permettent d'avoir des bons crédits immobiliers. S'il y a besoin pour vos opérations futures, c'est des bonnes banques qui permettent des crédits immobiliers à des taux. J'ai vu des taux de 0,70 ou 0,80% sur 20 ans. Il y a des super taux en banque en ligne. Et après, l'étape Ok. suivante, c'est l'étape 3. Bah là, on ouvre une ou plusieurs assurances vie. On explique pourquoi l'assurance vie, ça fait un peu le produit de papy. Mais en fait, non, l'assurance vie, c'est un produit d'épargne. Et dessus, tu peux tout faire. Tu peux épargner en fonds euros pour la garantie parce que tu as besoin un peu, même si ça rémunérait que 1 ou 2% par an, c'est pas beaucoup, mais tu as besoin d'un produit sécurisé pour être là. Quand tu as besoin de récupérer du pognon pour investir en bourse ou en crypto, bah c'est sur le fonds euro que tu vas le prendre. Ou si tu as besoin de pognon pour investir, pour acheter de l'immobilier et ta banque te demande 10% d'apport, tu vas pas vendre tes actions. Les actions, c'est du long terme, tu vas plutôt récupérer sur ton fonds euro. Donc voilà, on explique, prenez l'assurance vie. Dedans, vous avez du fonds euro, vous avez des unités de compte comme, comme des Unité SCPI. de J'en compte, ai c'est de parlé la tout à l'heure des bourse, en fait. SCPI. Enfin, Voilà, alors soit, en fait, les unités de compte, c'est tout ce qui n'est pas fonds euros. C'est-à-dire, c'est des fonds ok. d'investissement qui peuvent être des fonds d'investissement en bourse, comme les trackers, ou des fonds classiques, actifs, ou ça peut être des SCPI. J'ai des assurances vie, dedans, j'ai des trackers et des SCPI. Et Ok. une autre assurance vie, j'ai que du fonds euro. J'ai pris plusieurs assurances vie pour différents projets. En fait, j'ai une assurance vie qui est 100% fonds euro. C'est ma réserve si j'ai besoin de taper dedans pour un investissement immobilier ou pour dépenser, pour acheter une voiture ou je sais pas quoi, je tape dedans. Et mes autres assurances vie, c'est du long terme. J'ai des trackers, des SCPI. Et voilà, l'assurance vie, c'est génial parce qu'après les 8 ans, tu retires et tu n'as pas d'impôt sur le revenu. Si tu retires après les 8 ans et sous un certain seuil d'abattement annuel, ben c'est expliqué, c'est peut-être un peu compliqué, là, c'est de la fiscalité. Mais si tu retires en dessous de 9 200 € plus-value par an,
t'as pas l'impôt sur Pour les revenu couples, dessus. c'est ça, hein, 9200 Pour les c'est pour couples. les Et couples. 4600 si Ouais. tu es célibataire. Ouais. Et c'est de la plus-value seulement. Donc tous les ans, je retire 30 000 euros par an. Ça fait, quand tu sors de la rat race, quand tu es libre financièrement, tu retires 30 000 euros par an si tu veux. Tant que tu as moins de 9 200 euros de plus-value dedans, eh ben c'est bon. T'as pas d'impôt sur revenu dessus si tu es en couple. Super. Sinon, c'est 4600. Ouais, Donc super. l'assurance vie, pour nous, Et, ça reste le produit et- d'épargne de base. Ça, c'est la troisième étape. Et après, quatrième étape, vu que tu es familiarisé avec plus de produits, tu vas partir sur la bourse. Alors la bourse, tu peux investir dessus via l'assurance vie, mais tu vas aussi investir dessus via le PEA. Le PEA, c'est vraiment la niche fiscale. Avec l'assurance vie, c'est ce qu'il y a de mieux en France. Tu ouvres un PEA, plan d'épargne action, et là, après les 5 ans, tu peux sortir les plus-values, c'est non imposable, autant que tu veux, tu n'as même pas de seuil d'abattement. Et quand tu fais de l'achat-vente dans ton PEA, même si tu achètes, tu vends tous les jours, tu n'as pas de plus-value. Enfin, tu as tes plus-values si tu veux, mais elles sont non imposables. Donc, ça capitalise à fond, c'est génial. c'est complètement hermétique en fait. Enfin, c'est un Voilà, peu. c'est une enveloppe hermétique. Ouais. Comme l'assurance vie. Et, et juste pour parce que moi les SCPI j'en ai pas. Donc en fait toi là ça pose pas de problème. C'est la banque qui te propose parce que les SCPI si tu les as en nu, on retombe sur si t'as 30% de tranche marginale, donc on tombe sur les 47% Ah ouais, d'impôt. Ouais, Du les coup, SCPI, il y a plusieurs montages différents. Ouais. il y en a qui Nous, les mettent dans des SCI à l'IS, j'ai déjà lu, mais c'est c'est après c'est un peu possible. compliqué. Tout le monde les banques. Ouais. Bah, si l'IS, du coup, t'es pas l'IR, t'es pas un impôt sur le revenu, c'est pas ta Ouais, du TMI coup, qui compte, c'est ouais, l'impôt sur la société. Tu es à 15%, ou 15 ou 25 selon le ouais, bénéfice, mais si tu as moins de 38 000 euros de bénéfice annuel, c'est 15% seulement, plutôt que de te prendre l'IR plus les les 47. 17,2% de Ouais. prélèvements sociaux. Donc ça peut être un montage possible, mais là, faut Mais faut après, des là, c'est centaines de milliers compliqué d'avoir les d'euros. financements. Enfin, ouais. Ouais, Et du coup, faut dans avoir l'assurance vie, là, c'est plus les reins simple. solides. L'assurance vie, c'est plus simple parce que tu peux investir à partir de 100 euros dessus sur tes SCPI. Et du coup, c'est la fiscalité de l'assurance vie. T'es pas imposé Ok. Donc là, c'est revenu foncier. 17% au bout de 8 ans. T'es imposé, C'est c'est ça. ça, 17,2 après les 8 ans. T'as pas d'impôt sur le revenu, mais t'as toujours les prélèvements sociaux. Donc c'est 17,2. Et tant que tu vends pas, même si tu touches les revenus des SCPI, t'as pas d'impôt. Contrairement hors assurance vie, tu auras les impôts dès que tu les touches. Tandis que là, en assurance vie, Ok. pendant toute la vie d'assurance vie, tant que tu touches les revenus, t'as pas d'impôt. Et quand tu sors, si tu peux sortir avant 8 ans. Dans ce cas-là, c'est 30%, tout compris. Et si tu sors Flat après les tax. 8 ans, c'est juste la flat tax, c'est juste les 17,2 des prélèvements sociaux. Et donc, Ok. c'est mieux que en dehors de l'assurance vie. Mais en dehors de l'assurance vie, l'avantage, c'est que tu peux prendre un crédit immobilier dessus. Donc, tu as l'effet levier. En assurance vie, non, tu vas pas prendre un crédit immobilier. Ah, ok, c'est ça, tu peux pas, ouais, C'est c'était ça ça le ma question. truc. Tu peux pas avoir d'emprunt pour Non, les SCPI non, c'est dommage. Ouais. en assurance vie. Ouais. Donc, en fait, avec ta capacité d'épargne, tu investis dans l'assurance vie, surtout si tu es en tranche 45% ou 41% de tranche marginale d'imposition. Et avec ta capacité d'endettement, tu investis en immobilier SCPI en dehors de l'assurance vie pour avoir l'effet levier. Et puis, comme les revenus fonciers, bah là, tu peux déduire les intérêts d'emprunt de l'emprunt de tes revenus fonciers. Emprunt de la Et sinon, tu peux acheter aussi en nue propriété les SCPI. Comme ça, tu n'as pas de revenus, donc pas d'impôt. Tu achètes en nue propriété, donc tu n'as pas les revenus. C'est l'usufruitier qui a les revenus. Toi, tu n'as pas les revenus, mais tu n'as pas l'impôt dessus. Et du coup, pour la même somme, admettons pour 100 000 euros, tu achètes bien plus de parts. Tu achètes 30 ou 40% de plus de parts parce que l'achat, il est moins cher. C'est décoté quand tu achètes en nue propriété. Tu achètes beaucoup plus de parts. Et du coup, à la fin de ta nue propriété, quand tu retrouves la pleine propriété, alors ça, c'est à voir au cas par cas. Parfois, c'est 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, c'est à voir. Tu choisis en fonction, tu optimises en fonction de ta situation, mais tu récupères la pleine propriété et là, tu as les revenus à plein régime parce que tu as beaucoup plus de parts pour la même somme investie. Ouais. Et peut-être que tu seras retraité d'ici là avec une TMI plus basse. Donc, tu vois, tu as plusieurs montages. C'est intelligent de faire la nue propriété quand tu es à 5 ans ou 10 ans de la retraite et tu sais que ta TMI, elle va baisser et que tu sais dans l'immédiat, tu n'as pas besoin de revenus. Bah, tu vas pas prendre des impôts élevés alors que tu n'as pas besoin des revenus, quoi. Tu vas acheter plus pour la même somme et tu en profiteras dans 5-10 ans quand tu seras avec une TMI plus basse. Tu as ce montage-là. Sinon, tu peux aussi prendre des SCPI étrangères et qui ont une fiscalité, c'est sans doute le mieux à faire, qui ont une fiscalité qui est moins élevée, les SCPI étrangères. Là, les allemandes, c'est connu, non? Souvent, les allemandes, ouais, t'as Nova Pierre super... Allemagne, par exemple. Ouais, il y a beaucoup de SCPI qui investissent sur l'Allemagne ou les Pays-Bas ou l'Espagne. Et du coup, bah là, moi, j'en ai aussi un peu.
Et là, c'est beaucoup moins imposé. Là, c'est un super cheat code. Et là, même sans prendre en nue propriété, hein, même en pleine propriété, tu es beaucoup moins imposé parce que la formule, je crois que c'est ta TMI moins ton taux moyen. Par exemple, moi, je suis en TMI 30 et j'ai un taux moyen de 16%. Donc, 30 moins 16, je suis imposé qu'à 14% dessus. Okay. C'est une formule comme ça qui est un peu bizarre. Je vois pas la justification, mais j'en profite. Du coup, je suis beaucoup parce que moins les imposé. SCPI, c'est des immeubles. Et en fait, c'est ça, à la base, c'est les immeubles en général, ils sont taxés dans le pays de l'immeuble et pas dans le pays où tu habites. Ouais, c'est ça, c'est dans le pays. Ouais, exactement. Ouais, c'est la fiscalité de base. Ouais, t'es balèze. Ouais, c'est ça. C'est la fiscalité internationale, ça. En fiscalité internationale, c'est l'immeuble qui est imposé selon l'endroit où il est situé. Ouais. Bien vu. Ok. Et du coup, je voulais voir avec toi, peut-être si tu pouvais nous décrire 3 stratégies que tu appliquerais à différents moments de la vie, donc peut-être à 20 ans, enfin quand tu commences à travailler, on va dire, à 40 ans, quand tu as besoin d'acheter la Porsche pour la midlife crisis, là. Enfin, non, mais genre quand tu as 40 ans, que tu Certains prépares l'ont à vraiment ta 35 ans, moi je l'ai fait un peu plus tôt. Et puis peut-être Et puis à à 60 ans. 65, 70, ouais, ou 60, quand l'essentiel de tes revenus et de ton patrimoine, il a été créé. D'accord. Donc on peut commencer à Ah oui, 20 ans. Qu'est-ce que tu ferais maintenant à 20 ans? Tu gagnes, je sais pas, tu as fait des études, tu gagnes 2500 euros par mois. Comment tu commencerais? Comment on fait? Juste pour revenir 2 secondes sur la question d'avant, là on est à la 4e étape, investir en bourse. 5e Ah ouais, étape, c'est pardon, ouais, investir dans excuse-moi. l'immobilier. Non, mais juste 2 secondes Ouais, en parenthèse. ouais, bien 5e sûr. étape, l'immobilier. Et là on explique déjà est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est en papier? Les SCPI c'est du papier. Physique, c'est acheter un appartement et tu te débrouilles, tu loues en meublé ou non meublé, etc. Tu compares les solutions. Et 6e étape, c'est un défiscaliser. Est-ce qu'il vaut mieux Okay. défiscaliser ou pas et comment on optimise fiscalement? Dans tous les cas, on optimise fiscalement avec l'assurance vie, le PEA, le LMNP. Ça, c'est des optimisations fiscales. Voilà les 6 étapes de notre site en fait à lire dans l'ordre. Mais ouais, pour revenir donc à la question, à 20 ans, qu'est-ce qu'on fait? Typiquement à 20 ans, tu débutes dans la vie, tu es encore étudiant ou admettons tu sors des études à 22 ans ou 20 ans, peu importe. Tu entres dans la vie active. Et là, j'en ai plein. Je fais des conférences aussi en école, en master 2, et on explique aux gens comment ils font quand ils entrent dans la vie active. Avec zéro connaissance, quand on sort de là, souvent j'ai même parfois des étudiants qui sont en HEC ou X ou des bonnes écoles, et ils me disent je fais un cursus financier, mais j'ai aucune base. J'adore lire votre site parce que j'apprends ce qu'on m'apprend pas en cours, quoi. En cours, j'apprends des trucs hyper compliqués, des restructurations, des fusions-acquisitions, des trucs, mais j'apprends pas les bases et ça me fait marrer de voir ça, les jeunes qui m'écrivent j'apprends les bases grâce à vous. Mais c'est ça en fait, à 20 ans, 22 ans, on n'a pas les bases, on sait pas ce qu'il faut faire. Donc la chose à faire, c'est tu prends une feuille blanche et t'écris dessus quels sont mes objectifs court terme, moyen terme, long terme. À court terme, si je veux acheter une bagnole et si je veux louer un appartement et qu'il me faut 2 mois de caution, je sais qu'il me faut un apport et je vais mettre l'équivalent de 5 000 euros de côté, par exemple. Donc, il me faut 5 mois d'épargne de précaution, 5 000 euros en épargne de précaution à court terme. Donc, j'ouvre un livret A et je mets 5 000 euros sur le livret A. Après, le reste, du coup, j'en ai pas besoin à court terme, je vais l'investir à moyen terme, à long terme. Et je vais dire, à moyen terme, dans 5 ans, je veux m'acheter un appartement. Il me faut un apport. Donc ça, je vais le mettre en fonds euros. Pour le moyen terme, ça rapportera plus que le livret A, c'est sécurisé. Et puis le livret, en plus, c'est plafonné à 29 000 euros, je crois, ou 21 000 euros, 21 950 euros. 22 950, je crois. Ouais, 21 950 ou 22 950. Bref, c'est plafonné ouais, et du coup, en tout cas, c'est pas rentable. Que ça soit 0,5 ou 0,80, ça rapporte rien. Ça change rien. Je vais ouvrir une assurance vie. Dans tous les cas, j'ouvre une assurance vie et je mets ce que je veux sécuriser en fonds euros. Ça sera pour mon apport immobilier dans 3, 4, 5 ans. Ça, c'est du moyen terme. Et après, ce que j'ai investi à long terme, donc c'est la 3e catégorie, 3e colonne de ma feuille blanche, 3e colonne long terme. Qu'est-ce que j'en fais? Là, on va pouvoir s'amuser. On va aller sur les marchés qui rapportent à long terme. Et là, il faut faire du buy and hold. Là, il faut être passif à long terme. Qu'est-ce que je fais? Là, j'ai des actions. Donc, j'ouvre un PEA. Je mets des trackers dedans. Tracker World, ça peut suffire. Tracker World, on a investi sur les 1600 plus grosses sociétés mondiales. Donc, dedans, on retrouve Facebook, Tesla, Amazon, tout ce que tu veux, les GAFA, le Nasdaq. On retrouve aussi les valeurs stars en France. On retrouve LVMH, Kering, le luxe à la française qui marche super bien depuis des années. Le luxe, c'est des performances de fou.
Ouais, j'ai des Voilà, actions donc LVMH, je confirme, ça a ouais, j'en bien ai monté. aussi. On kiffe. Et c'est Tous les ça. ans, je me dis, mais ça a encore pris 50% cette année, c'est pas Ouais. possible, mais je Mais tu te garde. dis, c'est pas Et tous possible, les ils ans, ça vendent fait pas deux encore fois mieux plus faire. de sacs. Enfin, Mais ils font 2 fois plus de profit ou je sais pas, je- mais c'est incroyable. ouais. En Mm. fait, c'est ça, ça montre qu'il y a de plus en plus de riches dans le monde. Mm. Le capitalisme marche bien et il y a de plus en plus de riches. Il y a de la classe moyenne qui galère, sans doute, mais il y a de plus en plus de Mm. riches, de millionnaires et de milliardaires. Et ces gens-là, ils font marcher le luxe, mais c'est incroyable. Donc bref, PEA, un simple tracker world, ça peut faire l'affaire. Tu es exposé à 1600 actions d'un coup, plutôt que d'acheter au hasard des actions. Tu prends tout le marché et tu es passif. Donc ça, c'est pour la bourse, long terme. Et en même temps, l'assurance vie aussi, tu peux investir dans les unités de compte. Une bonne assurance vie, on les compare, les meilleures assurances vie sur ADI. Venus des investisseurs, on a un comparatif, on les compare. Bah là, tu retrouves les meilleurs trackers, les meilleures assurances vie pour investir en tracker, c'est en immobilier. Long terme. Et pareil, long terme, bah, tu as l'immobilier, avec ou sans Mm. crédit, mais c'est mieux de prendre le crédit immobilier. Mais là, tu vas te dire, j'ai 22 ans ou j'ai 20 ans, je vais acheter dans 3-4 ans ma résidence principale. Peut-être que je me ménage, faut pas que j'entame ma capacité d'endettement. Parce que si j'achète ma résidence principale dans 5 ans, je vais peut-être pas me mettre à la gueule maintenant pour acheter un appartement et le mettre en location ou des SCPI. Peut-être que j'en prends un petit peu, mais je vais pas trop empiéter sur ma capacité d'endettement. Je vais juste en prendre, par exemple, je sais Mm. pas, 10, 20 000 ou 50 000. Moi, j'en ai pris 100 000 euros avant d'acheter ma résidence principale, mais je savais que j'avais une bonne capacité d'endettement et que même en amputant ma capacité d'endettement de 100 000 euros, ça me gênerait pas pour acheter ma résidence principale. Mais donc, à chacun de calculer en fonction de sa capacité d'épargne et sa capacité d'endettement, à chacun de calculer combien il peut investir en immobilier. Si, par exemple, je peux emprunter 300 000, parce que 300 000 euros d'endettement, c'est peut-être l'équivalent de 3 000 ou 4 000 euros de revenus. Il faut faire le calcul. Mais Ouais, si je peux 300 000, ça emprunter doit être 300 000 euros, 1500, ça doit être un peu moins 2 de 000 euros de 1500 revenus de peut-être. remboursement. Ouais, Donc c'est peut-être 3 000 euros de revenus dans ces eaux-là, ou si ouais, c'est 1 000 euros de remboursement, ça fait un 3 000 peu euros de plus, ouais. revenus. Ouais. Mm. Admettons 300 000 euros, bah, je sais que si je veux emprunter pour ma résidence principale de 100 000, ben, je Mm. peux investir juste 100 000 euros dans l'immédiat et ma capacité d'endettement. Sinon, ça va trop consommer ma capacité d'endettement pour ma résidence principale. Donc voilà, faut investir dans Mm. l'immobilier, mais en pensant à ça. Dans quelques années, je vais acheter ma résidence principale, donc je me réserve une petite poire pour la soif. Voilà, donc ça c'est le long terme. Dans la côte de long terme, j'ai les actions, l'immobilier et pourquoi pas un peu de crypto. Et là, Mm. nous, on est un peu bon père de famille sur Avenue des investisseurs. On dit 5-10% du portefeuille. Maintenant, quand on est jeune, pourquoi pas être plus dynamique. Mais ça, faut l'assumer parce que c'est hyper Ouais, bien volatile. sûr. Et si on veut avoir 30% de crypto, pourquoi pas. Mais faut l'assumer. Il faut bien dormir la nuit, quoi. Mm. Et pour nous, c'est du Ouais, long c'est ça, terme. parce que les cryptos, c'était, tu sais, t'as les mèmes, là, sur Internet avec le vieux qui boit son café, là, je sais plus comment il s'appelle. Genre, il dit, ouais, Ouais, je vois la je gueule vis du mec. ouais, il dit, les cryptos, c'est génial, j'ai 25 ans, je me suis jamais senti aussi bien. C'est vrai que tu peux perdre très vite un mois de salaire en un 30% jour, en quoi. 2 Hein. jours. Enfin, Ah ouais, ouais, ça va ouais, hyper vite. Hein. Surtout quand tu as un gros patrimoine, ouais, une journée de volatilité, ça peut te prendre 2 mois de revenus, quoi, quand tu as un gros ouais, patrimoine. Il y a un c'est même aussi où exactement tu ça. vois le chien qui boit son café au milieu des flammes. Et il dit nice, nice, tout va bien, nice. Il boit son café au milieu des flammes. Et ouais, il faut être hyper serein quoi, quand Ouais. tu investi là-dedans parce que les cryptos, en fait, c'est 10 fois plus volatile que les actions. Déjà, si vous n'avez aucune Mm. expérience des marchés, commencez juste par un tracker world. Déjà, voyez si vous arrivez à vivre la volatilité du tracker world, c'est à peu près 1%, Mm. plus ou moins 1% par jour. Si vous supportez bien Mm. ça, vous passez aux cryptos. Les cryptos, c'est considéré qu'une journée à plus ou moins 5%, c'est normal, ou même plus ou moins 10% dans la journée. Bon, Mm. c'est un peu volatile, mais c'est presque normal, quoi. Tandis que en Ouais, c'est action, ça. plus ou moins 5% action dans la journée, c'est hyper rare. C'est un marché hyper tendu. Mais Surtout sur un la tracker crypto, en c'est plus qui normal, quoi. lisse, ouais, Le qui lisse tracker, les ça lisse, performances. donc en Ouais. mode normal, c'est plus ou moins 0,5 ou plus ou moins 1% par jour, quoi, le tracker. Mm. Et plus ou moins 5% par mois. Tandis que les cryptos, ça peut être plus ou moins 10% par jour et plus ou moins 50% par mois. Donc, C'est ça. ouais, faut être prêt. Faut être prêt mentalement, quoi. C'est pas le livret A. Hein. Si Ouais. Madame Michu, elle a l'habitude du livret A, qu'elle va sur les cryptos du jour au lendemain, bah, vaut mieux commencer Ah, avec ça va lui 50 faire euros. bizarre. Ça Ça va va lui lui faire faire bizarre. Elle va pas bizarre. comprendre. Parce que 20 ans de livret A, ça fait pas une journée de crypto, quoi. C'est ça. Donc, Donc, ouais, voilà, à 20 ans, on commence, on ouais, découvre les joies de l'investissement et de la volatilité. ok. Et du coup, après, on va dire à 40 ans, admettons que tu as
sais pas, que tu as un enfant ou deux enfants qui ont, je sais pas, 7 ans. Ouais, bah là, ouais, c'est un peu mon cas, quoi. J'ai 37, Ouais. 38 ans. T'as acheté ta résidence principale, t'es propriétaire avec un crédit, t'as un enfant ou deux, tu te dis, bah, dans 10 ans ou dans 15 ans, je dois payer les études. Bah là, pareil, tu reprends ta feuille blanche si tu veux, et tu refais un point sur ton allocation patrimoniale. Et tu te dis, bah là, j'avais X%, Y%, Z%. Je garde 10 000 euros, par exemple, en épargne de précaution, parce que j'ai une voiture, et si jamais elle lâche, voilà, j'ai les machines à laver. Parce que... bon, en France, on a quand même la chance d'avoir la sécurité sociale et le Ah, bien chômage. sûr. Dans le pire des cas, c'est pas comme aux US. Aux US, vaut mieux avoir 100 000 euros de côté en cash. En France, si tu as 10 000 euros, je pense que ça peut faire l'affaire, quoi. Sauf si tu as un train de vie, si à 40 ans, tu dépasses 30 000 euros par mois, bah, faut que tu aies 30 000 euros de côté en épargne de précaution. Mais si tu dépenses que 5 000 euros par mois, tu mets l'équivalent de 2 mois de côté, ça fait 10 000 euros. En livret A, ça suffit. Donc, tu mets ton épargne de précaution. Ça, c'est le court terme. Après, en épargne de sécurité, pour la sécurité, bah, tu mets peut-être 30 000 ou 30 000 euros en épargne de sécurité en fonds euros. Ça, c'est la soupape, c'est ta réserve. Si jamais il y a un crack action ou crypto ou immobilier ou quoi que tu veux investir, bah, tu tapes là-dedans, tu tapes dans l'épargne de sécurité. L'épargne de précaution, non, tu la laisses pour vraiment les urgences de santé ou les urgences voiture ou je sais pas quoi. C'est que 5 ou 10 000 euros. Mais l'épargne de sécurité que tu as mis, les 20 ou 30 ou 50 000 euros en épargne en fonds euros, là, tu tapes dedans si tu as un crack action, immobilier ou une opportunité, tu vas taper dedans. Donc, il faut toujours aussi avoir des fonds euros. Et après, toujours pour le long terme, tu vas dire mon allocation long terme, bah, ça sera X% fonds euros, X% immobilier, Y% action et peut-être Z% crypto. Et là, tu vas découper en trois. Tu as un camembert. Moi, je mets des camemberts sur le site et même sur mon fichier Excel, j'ai mes camemberts, je surveille ça. Et donc, je vais mettre, je sais pas, mes SCPI. Moi, j'ai des SCPI, j'aime bien, je suis peinard, j'ai pas de locataire à gérer. Mais je vais quand même peut-être m'acheter un appartement en LMNP en 2022. Mais pas trop parce que c'est trop de boulot de gérer des locataires. J'ai déjà donné et ça m'a fatigué de les appels pour les problèmes de chiottes, pour, Ouais. pour écurer les chiottes ou je sais pas. Ça m'a vite saoulé. Donc j'ai revendu, mais ouais, tu vois, t'as l'immobilier, t'as les actions, là pareil, combien tu mets en actions, et c'est pour le long terme. Et ça, pour le long terme, quand t'as 40 ans, tu te dis c'est pour ta retraite par exemple, ou même si tu veux quitter la rat race dans 10 ans, à 50 ans, ben tu te dis je vais investir en actions pour 10 ans ou en immobilier pour 10 ans. Voilà, en fait, tu penses à tes échéances long terme. Est-ce que je veux quitter la rat race dans 10 ans, à 50 ans, ou est-ce que je me vois travailler comme un Français lambda jusqu'à 65 ans? Parce que là, on est à 62 ans, mais je pense que dans 10 ans, on sera 65. Ça va décaler. Au Donc, est-ce moins, que je ouais. vais travailler jusqu'à 65 ans? Je pense qu'on va, on va reprendre une dose. Plusieurs Donc, doses, je crois, ouais. ouais, ça va repasser à 63, 64, 65 et peut-être même 67. Donc, est-ce Ouais. que je veux quitter la rat race? J'investis encore pendant 10 ans à long terme. Et il faut bien, dans ce cas-là, il faut être offensif pour avoir un maximum de revenus. Ou est-ce que bah, tant pis, j'aime bien mon boulot, je veux bosser jusqu'à 65 ans, ou tant pis, je veux pas investir au truc. Et dans ce cas-là, on met quasiment rien en action, en immobilier. Et dans ce cas-là, il faudra travailler toute sa vie, quoi, jusqu'à 65 ans. Ouais. Et ça, c'est à C'est 40 ans. ça. Et aussi à un moment, je sais pas si tu as déjà vu, enfin, bah, c'est toujours bien de remettre dans la balance, mais quand tu as commencé à investir tôt, au bout d'un moment, ça vaut presque plus la peine d'épargner, tu vois. Enfin, je veux dire, quand tu Mmh. commences à avoir un Ouais, patrimoine, ouais, admettons que c'est tu as ça, 4, 5, exactement. Ouais. 600 000 euros d'actions, tu sais, Ouais. tu fais Ton fois effort 7%, d'épargne, ça il devient fait, marginal. ouais, il sert presque plus à rien parce qu'en fait, Ouais. ouais, peut-être que la bourse, elle va te ramener 30 000 euros par an et toi, tu peux Bah, épargner c'est que ça. 1 000 euros par mois et donc, C'est exactement ça, ouais, ouais. c'est exactement ça cette année. Enfin, moi, je vais pas dire exactement, mais dans ma situation, j'ai un bon stock de patrimoine maintenant à 38 ans, forcément, en ayant épargné pendant plus de 15 ans, j'ai un bon stock de patrimoine et je me dis cette année, rien que les plus-values en bourse, ouais, ouais, j'ai des dizaines de milliers d'euros et du coup, ma capacité d'épargne, elle devient marginale. Je mets 1000 euros de côté par mois, mais ça devient presque marginal par rapport à mes gains, par rapport à mes plus-values que je peux faire en immobilier ou en crypto et c'est ça c'est ça en fait la beauté du truc des intérêts composés, c'est qu'au bout de 15 ans généralement tu vois bien l'effet du truc et tu vois que le stock X% de ton stock, bah ça rapporte plus que tes revenus du travail et tu te dis bah je vais pas m'emmerder à travailler pour 2000 euros par mois parce que c'est ce que je gagne maintenant rien qu'avec mes revenus du patrimoine.
Et c'est pour ça que c'est pour ça que c'est bien de s'en soucier à 20 ans ou 25 ans, parce qu'après à 40 ans t'es peinard et tu peux dire bye bye patron. Tu dis à ton patron, mais je m'en fous de votre augmentation. Vous voulez me proposer une promotion pour gagner 200 € plus par mois, mais si c'est pour gagner 5 heures ou 2 heures de plus par jour et d'avoir plus de stress, moi ça m'intéresse pas. Je préfère rentrer chez moi à 17h30 et d'être peinard, et parce que j'ai tellement de revenus financiers que 200 € par mois en plus, je m'en fous. Je préfère rentrer chez moi. Et c'est ça tout l'intérêt d'être libre financièrement et d'avoir un podcast Bye Bye Patron et de s'embêter à 22 ans à épargner et à investir. Parce que après à 40 ans, tu kiffes la life, quoi. T'es libre et puis après même ce travail, tu travailles, t'as plus le pistolet sur la tempe, quoi. Tu travailles de façon détendue. Ça se trouve tu travailles même mieux, ou alors tu peux essayer des nouveaux trucs. Voilà, c'est. Tu t'es tranquille. T'es pas obligé de choper les promotions ou d'être un susboule avec ton patron ou d'accepter n'importe quoi. Tu peux dire non, mais moi je reste pas travailler ce soir, je pars. C'est pour ça que c'était un peu tendu avec mon chef, mon colonel, quand je suis parti il y a 2 ans. Parce que j'avais un bon patrimoine et il comprenait pas. Il disait, mais faut rester. Je dis, non, mais moi, je m'en vais, là. 17h30, je vais chercher mon gosse à la crèche. Moi, ma priorité, j'ai fini mon tableau Excel. 17h, il est 18h. Normalement, je finissais le travail à 17h30. Je partais à 18h. J'ai fini mon tableau Excel. Je finirai, demain sera une autre journée. Et là, je dois chercher mon gosse à la crèche parce que j'ai pas de nounou pour le chercher. Il faut que j'y aille. Non, tu restes là. Il faut que tu. Mais non, je pars. Ah oui, je pars. Voilà. Puis après, peu de temps après, on me proposait de rester. J'ai dit non, mais je quitte, je reste pas ici parce que j'ai d'autres priorités dans la vie. Maintenant, j'ai mon patrimoine qui me permet. Je leur ai pas dit ça j'aurais pas dit ça, hein, mais voilà, je savais que j'avais mon patrimoine, j'avais une bonne assise financière. C'est ce qui permettait de partir serein, quoi. Et c'est ce que dit aussi un ami que j'ai interviewé il y a 1 an ou 2 sur ADI, sur Avenue des Investisseurs. Je l'ai interviewé, il a 45 ans. Il dit, moi, je reste bosser. Mais pourquoi? C'est parce que j'ai une bonne mutuelle d'entreprise et parce que j'ai une bonne cantine et parce que j'aime bien aller à la machine à café avec mes collègues. C'est juste pour ça. Il dit, c'est bon, maintenant je suis millionnaire. Je m'en fous, j'ai 1,2 million maintenant de patrimoine. J'ai 30 ou 50 000 € de revenus financiers par an. Et mes revenus du travail, j'en ai plus besoin, quoi. Et si j'y vais, c'est juste parce que j'ai mes collègues avec qui je m'entends bien, j'ai la cantine, j'aime bien ma cantine, et je quitte le travail tôt. Quand mon chef il me demande de rester, je dis non. Je m'en vais, et voilà, je fais ce que je veux, quoi. J'arrive le matin à 9h30, je prends une bonne pause café, et voilà. Et le mec qui a pas fait cet effort, à 40 ans, non, il est encore comme un larbin, enfin, pardon du terme, mais voilà. C'est ça. Moi, j'avais l'impression d'être un larbin, et tu reçois les ordres et tu dis, oui, tu dois être très, très docile parce que tu as ton crédit immobilier à payer, parce que tu n'as pas des revenus en face et tu n'as que tes revenus du travail, et du coup, tu es hyper esclave de ton travail. Tu peux rien faire, quoi. Tu es victime. Et moi, j'avais horreur de ce sentiment. Et dès que j'ai pu, j'ai quitté. J'avais horreur de ce sentiment. C'était horrible. Et parce que j'aimais pas tout mon travail. D'autres sont chercheurs en biologie ou médecins, ou je sais pas, ils ont des travails qui l'éclatent. Là, c'est une autre façon de voir la vie. Et là, ils peuvent rester jusqu'au bout, jusqu'à 67 ans s'ils veulent. Ah, bien sûr. Mais c'est toujours bien d'avoir le choix. Ok, cool. Et du coup, si on en arrive aux 60 ans, là, t'as 60 ans, t'as la retraite et t'as des petits-enfants où ils vont arriver. Là, t'as d'autres problématiques. Là, 20 ans, tu veux investir à fond. 20-40 ans, t'investis et tout. À 40 ans, tu peux kiffer si t'as bien investi avant. Et à 60 ans, tu continues de kiffer, mais tu te dis, j'ai envie de transmettre. Moi, il y a plein de personnes âgées qui m'écrivent, qui ont 60, 70, 80 ans. Je crois que la plus âgée, elle avait 87 ans, je crois, qui nous a écrit. Elle allait elle-même sur Google, elle faisait ses recherches et elle disait, je veux transmettre à mes petits-enfants. Et souvent, c'est ça, à 60, 65 ans, 70 ou plus, tu veux transmettre. Tu as déjà un bon patrimoine, tu veux transmettre. Et là, tu vas sur Avenue des Investisseurs et on a fait un tableau qui montre, et c'est incroyable, on peut transmettre à 2 enfants 2,5 millions sans impôt. Quand tu es en couple avec 2 enfants, 2,5 millions sans un seul euro de droit de succession, donation. Si tu optimises bien avant. À 60 ans, c'est un peu tard, mais si tu peux, à partir de 50 ans, si tu peux commencer à optimiser, 55 ans, si tu commences à optimiser, tu transmets jusqu'à ta mort 2,5 millions sans payer d'impôts. Parce que là, tu peux t'éclater, tu peux faire du démembrement de propriété, c'est-à-dire tu transmets à tes enfants la nue propriété, et toi, tu conserves la jouissance, donc tu continues de vivre dans ton appartement, tu continues de percevoir les loyers de tes appartements locatifs, sauf que tu as transmis la nue propriété à tes enfants. Ils ont juste les murs. Mais toi, tu t'en fous, tu as les revenus. Si tu la transmets tôt, moins ça vaut, je suppose, c'est ça. Voilà, c'est ça. Entre 50 et 60 ans, la nue propriété vaut 50%. Donc, tu transmets un appartement de 400 000 €, c'est comme si tu transmettais que 200 000. Et tu transmets 200 000, mais vu que tu es en couple, c'est comme si tu transmettais que 100 000 € par personne
Moi, je transmets 100 000, ma femme transmet 100 000. Et du coup, tu as zéro impôt parce qu'en France, tu peux transmettre 100 000 euros tous les 15 ans par enfant sans impôt. Donc, c'est même 800 000. J'ai fait un exemple sur mon site. C'est même 800 000 euros. Tu peux transmettre en nue propriété à 59 ans parce que ça fait 400 000 euros de nue propriété. Tu es en couple. Donc, ça fait 200 000 euros par tête, papa, maman. Et 200 000 euros, mais tu as 2 enfants. Donc, ça fait, Donc, ça fait 800 000 euros transmis directement sans impôt. Et après, tu t'amuses à faire des donations. Tu as 31 000 euros aussi tous les 15 ans de dons familial, de somme d'argent. Tu fais ça tous les 15 ans, par enfant, par an. Donc, ça fait, 31 000 fois 4. Ça fait plus de 120 000 euros. Tu t'amuses aussi à faire d'autres optimisations. L'assurance vie, tu peux mettre 152 000 euros dedans, transmis par bénéficiaire sans droit de succession. C'est énorme. Tu peux mettre n'importe qui. Tu peux mettre ton voisin, une association, ton chien, ton enfant. Tu mets qui tu veux et tu peux transmettre. Donc voilà, tu additionnes tout ça. Et les présents d'usage à Noël, Nouvel An, etc. Tu peux transmettre 1% de ton patrimoine par enfant. C'est un présent d'usage. Tu n'as même pas besoin de déclarer. C'est non déclarable, non imposable. Et donc, quand tu as 1 million d'euros, cool. Ouais. Ça fait 10 000. Donc, quand tu as 1 million d'euros avec 2 enfants, tu donnes 10 000 euros par enfant à Noël. Et ben voilà, c'est bon, ça passe. Et ça, c'est une injustice. Si vos papis, mamies, ont 1 million d'euros de patrimoine et qu'ils vous ont pas filé 10 000 balles à Noël, allez gueuler. Allez, papy, file-moi 10 000 euros, c'est rien, vas-y. Fais-moi un petit chèque de 10 000. Ouais, parce qu'ils savent pas faire de virement, les papiers. Moi, ma mamie, elle m'a fait un chèque de 100 euros. Je l'ai sous les yeux, là, je l'ai pas encore encaissé, j'ai la flemme. J'ai un chèque de 100 euros pour Noël. Ils savent pas faire de virement. Donc, tu demandes un chèque. Allez, papy, fais-moi un chèque de 10 000. Et oui, ça, c'est un peu injuste parce que Madame Bettencourt, elle va donner 1 million d'euros à sa fille. Bah, c'est bon, présent d'usage, moins de 1%. Tandis que tes smicards, t'as 10 000 euros de livret A. Si tu donnes 100 euros à ton fils, c'est limite si c'est pas un présent d'usage et tu dois déclarer, quoi. C'est un peu injuste, ce truc de présent d'usage. Mais c'est la loi. C'est comme ça. Donc, les gens qui connaissent bien la loi, à 60 ans, ils vont vers nous ou ils se renseignent sur notre site, ils lisent, ils peuvent se gaver. Ils peuvent transmettre 2,5 millions tranquille à leurs enfants, leurs petits-enfants sans impôt. Et celui qui connaît pas la loi, qui veut juste transmettre 500 000 euros, qui prépare pas, qui attend la mort, et là, il va devoir payer des droits de succession. Super élevé. Donc c'est ça. Et puis à 60 c'est là qu'on voit que, parfois, tu sais, dans les discours politiques, c'est oui, en plus, t'es taxé quand tu meurs et tout. Les gens qui ont plus de 2,5 millions de patrimoine, ça, je pense que ça doit être moins de 1% des Français. Donc, c'est parfois, en fait, c'est un peu des fausses, des fausses idées. C'est faux, c'est des idées reçues. Mais moi, je pensais ça aussi. Hein. Je pensais ça il y a 5 ans quand je m'étais pas intéressé au sujet. Je pensais ça parce que tout le monde disait à la télé, aux infos, les gens disaient putain, c'est vache, on est trop taxé en France à la succession. Mais non, c'est faux. On est trop taxé si on ne prépare pas et si on n'est pas informé. Mais si on est bien informé, t'inquiète pas que les gens qui sont millionnaires et qui connaissent bien le business, t'inquiète pas, eux ils sont bien entourés. Ils ont le notaire, ils ont l'avocat fiscaliste. T'inquiète pas que eux ils transmettent, c'est fluide. Il n'y a pas d'impôt, t'inquiète pas. C'est ça. Mais c'est Madame Michu qui est pauvre et qui a juste 100 000 euros qui veut transmettre et qui va dire on est trop taxé. Ouais, je sais pas si tu l'as vu, je crois que c'est dans le film Vice, ça s'appelle sur le Dick Cheney, là, le vice-président de George Bush. Et en fait, ils veulent baisser les impôts, mais pour les gens qui ont, je sais plus, mais c'est des dizaines de millions de dollars de patrimoine. Et en fait, ils te montrent comment ils filment des groupes comme des sondés, quoi, enfin des groupes représentatifs, et ils leur tentent plein de propositions et ils voient quand est-ce que ça passe. Et alors ils trouvent le nom, l'impôt sur la mort, tu vois, pour réussir à faire passer la grosse déduction pour les 0,01%. Bah oui, c'est sûr. Vous voulez vraiment un impôt sur la mort encore et tout. Et là, les gens ils sont vraiment scandalisés et du coup ils arrivent à faire passer alors que ça concerne vraiment une minorité. C'est juste. C'est ça, c'est juste les éléments de langage en fait. T'es démagogique, tu donnes juste des éléments de langage, t'appelles ça une taxe sur la mort, sans expliquer ce que c'est. Les gens disent oh non, c'est pas bien. Mais en fait, si tu expliques ce que c'est, avec comme on a mis dans mon article avec un exemple chiffré, les gens vont dire non mais en fait c'est pas beaucoup taxé. En fait, il faut plus taxer que ça. Ils vont dire faut plus taxer les riches. En fait, les gens, les pauvres défendent les riches en disant que c'est trop taxé. Ils sont en train de défendre les riches. Mais ça, ils sont pas informés, ils le savent pas. C'est comme là, on a un bon. Alors bon, forcément, l'écologie et tout, c'est important. Mais là, maintenant, ils appellent dans les immeubles les passoires thermiques, en fait, qui concernent genre un tiers, si c'est pas plus, des logements en France, tu vois. Et ils ont trouvé le terme passoire thermique. Ah oui, c'est ça. Thermique, c'est juste sémantique. Ils trouvent un terme sémantique pour orienter. C'est le pouvoir des mots, ça.
Ouais, pour qu'ensuite on aille faire des travaux dans tous les sens. Alors que ton logement, il est D, ou E, il est bien, tu consommes pas trop, Ouais. et on va dire que c'est une passoire thermique. C'est le E, ouais, c'est ça. E, C'est c'est de la passoire thermique. Et alors là, si tu loues, t'es n'importe. vraiment tu sais, le marchand de sommeil et tout. Là, Enfin, t'es un gangster, il faut te fusiller, faut raser l'immeuble, et te c'est ça. reconstruire. Ouais, non, Ok. c'est n'importe quoi. Il joue sur le pouvoir des mots pour faire Ouais. peur. Et en fait, quand tu creuses, ben non. En fait, il joue trop sur l'émotionnel. C'est ça. Il joue sur l'émotionnel au lieu de jouer sur le rationnel. Mais quand tu as Ouais, l'esprit exact. analytique, tu creuses le sujet et tu te rends compte que, ben non. Ouais, c'est ça, parce que moi, les passoires, alors, faut pas faire des prévisions, mais moi, je vais l'annoncer aujourd'hui, là, parce qu'en fait, les Hein, EFG, on pourra plus louer, augmenter les loyers à partir de 2034. Je suis sûr qu'il va y hein. avoir un moyen de un peu contourner ça ou de Ouais, se c'est pas dispenser, ou alors possible. ça va prendre des délais, parce qu'ils veulent C'est pas rénover, je possible. sais pas, 7 millions de logements. Toi, t'arrives pas à C'est le avoir un mec tiers qui du fait un parc plat. peut-être immobilier français. Voilà. Ouais, c'est T'arrives pas pas à trouver possible, c'est pas quelqu'un pour réaliste. te poser une baie vitrée, mais soi-disant, en 3 ans, on va rénover tous les immeubles Non, ouais, c'est pas haussmanniens possible. à Paris, tu vois. Enfin, Non, ouais, c'est totalement irréaliste. En fait, c'est des trucs démagos pour faire plaisir, c'est des magots. Et après, ils vont mettre des rustines. Comme d'habitude, ils vont mettre des rustines. ouais, Ils vont dire, ah bah non, mais finalement, pour les E, c'est repoussé. Et pour les D, c'est encore plus repoussé. Et trucs. Voilà, ouais, c'est incroyable. Mais en fait, ce qui est très bien fait sur ton site là, quand tu parles des 6 étapes, et je pense c'est un bon conseil, c'est la fiscalité, c'est la sixième étape. Enfin, même ouais. si tu l'as construit, parce que combien de gens j'ai sur Instagram, dès que tu parles d'un truc qui peut Pinel. rapporter de l'argent, ah oui, t'as le Pinel, mais aussi, en fait, la première question des gens, c'est comment c'est taxé? Comment, tu vois, Ouais. là, j'ai une copine, Ouais, elle avant veut de se lancer savoir. vendre un peu des trucs sur Internet. Et elle me Ouais. dit, comment ça va être taxé? Je lui dis, mais commence par vendre, toi. Les gens T'as sont bien vu avec ton obsédés par site. l'impôt. Ouais. Ton Ouais. site, t'as mis des mois ou des années à dégager les premiers revenus. Et Bah au ouais. début, tu vas pas créer une société à 2 000 € si t'es pas sûr de vendre 300 € par an Bah oui, faut faire les choses dans de l'ordre. trucs. Ouais, voilà. C'est pour ça, nous, on l'a mis en Et, dernière étape, parce qu'effectivement, en France, les gens sont obsédés, obnubilés par la défisque. C'est pour ça que plein de gens investissent dans l'immobilier. D'abord, ils disent quoi? Ils disent, je veux défiscaliser dans l'immobilier. Mais non, ce que tu veux, c'est investir dans l'immobilier, avoir ouais. de la pierre. C'est pas défiscaliser. Ce que tu veux, c'est investir dans l'immobilier. Et après, tu veux optimiser fiscalement. Et là, tu Ouais. vas comparer les dispositifs, tu vas comparer ton appartement, voir s'il vaut mieux le louer en nu ou en meublé LMNP ou en Pinel. Voilà. Mais prends les choses dans le bon ordre. C'est pas je veux faire un Pinel et trucs. Non, il faut prendre Ouais, les choses c'est dans le ça. bon ordre. Les gens sont totalement et souvent ils font le raccourci. Ils disent pas je veux investir, c'est je veux défiscaliser. Mais non, ce que tu veux c'est Ouais. investir d'abord. Ouais. C'est de faire un patrimoine. Ce que tu veux, Voilà. c'est de te faire un patrimoine et d'avoir des revenus. C'est pas Ouais. défiscaliser. Si tu veux défiscaliser, sinon tu travailles pas Allez. et tu as zéro impôt. Hein. C'est ça. Ou t'achètes un truc à 100, tu le revends à 10, t'inquiète, tu vas Bah pas oui, voilà. payer beaucoup d'impôts. Mais, mais ça, Ouais. ouais. Mon ex-belle-mère m'avait dit un truc et c'était totalement révélateur des Français. Elle m'avait dit mon appartement, je l'ai vendu en moins-value. Et au lieu de me dire ah merde, sa première phrase c'était dire ah mais c'est génial comme ça t'as pas payé d'impôts. Mais je me suis dit oh là là mais ça c'est incroyable. Et là je me dis ça illustre vraiment la mentalité des Français. Je lui ai Ouais. dit mais moi j'aurais préféré faire une grosse plus-value et Bah, payer bien sûr. 30% d'impôts sur ma plus-value que de vendre à Ouais. perte et de pas faire. Et là ça illustre totalement en fait le problème des Français. Ils pensent pas à investir, ils pensent à défiscaliser. Ils sont prêts à Aux faire impôts. de perdre de l'argent plutôt que de payer de l'impôt sur un gain. Et c'est un gros C'est fou. problème en France. Ouais. Et nous, donc, on a mis ce truc en dernier parce que on prend le chose dans le bon ordre. Mm. C'est incroyable. Les Américains raisonnent pas du tout comme ça. Ils investissent dans le business, ils font du pognon et après, bah, ils payent l'impôt, mais ils Ouais. préfèrent faire un gros gain et payer de l'impôt que faire une perte et pas payer d'impôt, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, tu te dis comment on en est arrivé? Qu'est-ce qu'on nous a Ouais, injecté, tu vois, dans la tête pour en c'est arriver là incroyable. tout de suite? Comment, ouais, Ok. ils ont juste faire lobotomiser, retourner le cerveau Bah ouais, mais pour. bah, on C'est est passé incroyable. par là également, hein. Ok. Bah ouais, au début, c'est vrai qu'au début, je me suis fait avoir comme ça aussi. Je voulais juste défiscaliser quand j'y connaissais rien. Et après, j'ai appris. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là. Du coup, je pose toujours quelques questions à la fin, parce que là, on en est à plus d'1 heure de Ouais, podcast, je pense, mais c'est super intéressant. On a traité on plein de tchatche. sujets. Ouais, voilà. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné pour, peu importe hein, le domaine, mais Ouais. qu'est-ce que tu voudrais partager ou comme Bah, conseil c'est qu'on un peu t'ait ce qu'on a donné? dit. En fait, il faut jamais rien signer avant d'avoir pris du recul et comparé.
C'est ce qu'on explique aussi sur notre site. Il y a 50 000 solutions. Quand vous investissez en assurance vie, par exemple, il faut savoir qu'il y a au moins 200 assurances vie sur le marché. Il n'y en a pas qu'une. Donc, quand votre banque dit signez mon assurance vie, comparez d'abord, parce que entre les frais sur versement en banque, c'est 4 ou 5% les frais sur versement. C'est-à-dire qu'une bonne assurance vie, en vrai, c'est 0% de frais sur versement. Ça change tout. On fait travailler beaucoup plus d'argent en investissant bien en assurance vie. Et les frais de gestion aussi, pareil, sont pas les mêmes. Et les bonnes assurances vie, il y a des trackers. Tandis que les mauvaises assurances vie, il n'y a pas de trackers. Il y a que des fonds qui font une mauvaise performance. Donc, comparez bien. Et l'immobilier, pareil. Si un vendeur de Pinel dit, achetez cet appartement, comparez. Moi, j'ai mis un comparatif sur mon site. Il y a un article qui compare un Pinel et un appartement ancien dans le même quartier. Et j'ai prouvé que finalement, l'appartement ancien, il était plus rentable. Malgré la défisque du Pinel, l'appartement ancien était plus rentable parce qu'on l'achetait beaucoup moins cher et qu'on peut le louer plus cher parce qu'il n'y a pas le plafond au Pinel, il y a un plafond par mètre carré. Et là, il n'y avait pas le plafond par mètre carré, on peut le louer plus cher. Et en plus, on achetait une plus grande surface pour le même prix et on revendait plus cher parce qu'on le neuf, on l'achète au prix du neuf et on le revend au prix de l'ancien. Tandis que l'ancien, on l'achète au prix de l'ancien, on le revend au prix de l'ancien. Donc voilà, j'ai prouvé par A plus B que même dans l'immobilier, il faut comparer. Un même appartement, on peut avoir un rendement totalement différent pour un même appartement si on choisit de louer en nu, en meublé ou en Pinel ou truc. Il faut comparer. Nous, on a là. Donc ça, c'est la leçon principale. On rachète là avec mon associé des anciens Pinel. On connaît quelqu'un qui en gère. Du coup, je sais pas si c'est des Pinel, Duflo, Cellier. Je connais pas bien les. Ouais, c'est un peu qu'il faut faire très attention. Et ils renomment, mais c'est toujours aussi pourri. Là, on a acheté 86 000 un appart. Il avait été payé en 2005 171 000. Wow, il leur restait 35 000 euros de. Tu sais, tu vois l'hypothèque chez le notaire, combien il leur reste à payer. Il restait 35 000 euros à payer. Ouais. Oh là là, c'est horrible. Moins 50%, et le mec, il va quasiment rien avoir il va récupérer 20 000 euros alors qu'il a déboursé peut-être 200 000 euros pour rembourser le crédit entre les intérêts et le truc. C'est horrible. Mais c'est ça, c'est typique. Ouais. C'est aussi des cas qu'on voit quasiment tous les jours. Quasiment toujours des gens qui nous écrivent. Mais ça, c'est le cas normal. Le cas normal de la défisque immobilière, c'est ça. Et il y a quand même 2 ou 3% de bons cas, mais c'est 2 ou 3% de défisque qui est intéressant. Je pense dans les villes chères, en région parisienne, peut-être où l'immobilier il a pris et tout ça, ça va. Ouais, Bordeaux ou Paris, là, ça peut augmenter. Mais ça a augmenté beaucoup moins qu'un ancien. Si tu avais acheté un ancien, ça aurait été pareil. Voilà. Enfin, tu aurais pris encore. Voilà, l'ancien, il aurait augmenté encore plus vite. Ouais. Donc c'est nul dans tous les cas, quoi. C'est bien. Moi, j'aime bien passer derrière parce que c'est quand même des logements plus ou moins récents. Et c'est récent. En fait, c'est pas bien à acheter le Pinel, mais c'est bien à racheter en seconde main. Ouais. Et c'est bien à louer. Moi, j'ai déjà loué ça aussi. J'étais plutôt bien dedans. C'est bien pour louer en tant que locataire, et c'est bien pour acheter en seconde main. Exact. Ouais. Mais c'est la baisse pour les acheteurs de première main. Mais bien joué ton business, c'est bien de racheter ces trucs. Ouais, c'est bon. Tu sais, on en a acheté plusieurs et jamais les vendeurs étaient là à l'acte. Donc c'était des vendeurs du sud de la France, de l'ouest de la France. C'est ça la défi, c'est des gens qui n'y connaissent rien en immobilier, qui achètent à l'autre bout de France. Ouais. Et après, ils ont honte, ils revendent, mais ils veulent pas être présents, c'est la honte. Tu m'étonnes. Ils vont pas encore dépenser 300 euros de train. Ah oui, ils vont pas pour le champagne. Ah, c'est horrible. Hein. Il a perdu 50%. Écoute, et du coup, en général, je demande est-ce que tu as une lecture ou une ressource à recommander. Je vais dire ton site. avenuedesinvestisseurs.fr. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est avenuedesinvestisseurs.fr. De toute façon, quand on tape dans Google, on tombe dessus. Meilleur site. Meilleur site. On tape meilleur site du monde dans Google, on tombe sur. Non. Ouais. Et je sais pas, est-ce que tu as un livre, peut-être pas forcément, peut-être inspirant, peut-être pas tout pile dans le domaine. En fait, il y a un livre qu'on aime bien, désolé, c'est un concurrent à toi peut-être, mais c'est Daniel Vu qui a sorti un livre que j'ai bien aimé, qui s'appelle Comment investir dans l'immobilier, je crois, Daniel Vu. Et on l'a interviewé, ce mec, il y a un an, je trouve qu'il est génial, c'est un jeune dentiste qui a 27-28 ans, il s'ennuyait pendant le Covid. Il pouvait plus exercer pendant le Covid. Il a rédigé son livre et il raconte son expérience d'investisseur. Il a acheté déjà 3 ou 4 appartements en région parisienne et je trouve qu'il est hyper bien conçu. Son livre, il est très concret, très pratique. Comme ce qu'on fait sur notre site, on est hyper concret. On met des exemples, des chiffres, on explique vraiment tout. Et lui, dans son livre, j'ai retrouvé le même état d'esprit. Il explique la théorie, mais il explique à chaque fois la pratique. Avec des chiffres, comment déclarer fiscalement. Il met même des captures d'écran des déclarations fiscales.
et il donne aussi un fichier Excel. Enfin bref, j'ai trouvé qu'il est très bien fait, très clair et très pratique. Ok. Et sinon, comme ressource, Xavier Delmas, que j'aime bien pour la bourse. On l'a interviewé aussi, Xavier Delmas. Il est très bon. C'est un investisseur long terme en bourse. C'est un ancien trader. Et lui-même, il a la même optique que nous, quoi. Il faut investir à long terme. Il faut pas faire d'achat-revente du trading. Alors que lui-même était trader. Hein. Il faut pas faire d'achat-revente trading. Il faut investir à long terme. Il faut faire plutôt des trackers. Le même état d'esprit. C'est ce qui marche. Ok. Ça, c'est les deux bonnes ressources, selon moi. Ok, super. Et dernière question, est-ce que tu aurais un invité à me recommander sur le podcast que tu connais ou pas? Si tu le connais, c'est mieux. Mais sinon, quelqu'un... Les deux que je viens de citer, justement, Xavier Delmas et Daniel Vu, je les connais, on a beaucoup discuté ensemble. Et si tu veux les inviter, je trouve qu'ils sont super inspirants, super intéressants et super bons tous les deux. C'est des vrais gens, des vrais praticiens. En fait, c'est ça ce que j'aime. Okay. Les praticiens, les gens qui ont vraiment investi. Parce que ouais, je vois toujours des gens, même en banque, hein, les conseillers en banque, ils disent de faire ça, mais ils ont jamais investi la plupart du temps. Même des agents IMO, hein, ils ont jamais fait des travaux, ils ont jamais. Voilà. C'est des rigolos. Pour moi, c'est des rigolos. Ces gens-là, c'est des théoriciens. Et ils ont rien à dire, ils n'y connaissent rien, c'est juste des théoriciens. Tandis que Daniel Vu, il a investi dans pas mal d'immobilier, et Xavier Delmas, il a plus de 20 ou 30 ans d'expérience, et même Xavier Delmas, il investit beaucoup en bourse, mais aussi en immobilier. Donc, tous les deux, je trouve qu'ils sont très intéressants. Je vais prendre contact, surtout la bourse, en fait, parce que des investisseurs immo, j'en ai déjà eu pas mal. La bourse, c'est assez compliqué de voir des gens qui sont solides, tu vois, parce que lui, sur Instagram, il y a beaucoup de rigolos. Tout le monde est sur son jet ski, ouais. Ok. Ça marche. Ouais, en gros, il y a beaucoup de gens, ils s'amusent, tout le monde n'est pas sérieux, quoi. Il y a beaucoup de gens qui prennent ça pour du casino, ils achètent, vendent un peu n'importe quoi, et après ils disent aux autres de faire pareil, mais c'est statistiquement perdant. Donc nous, on recommande plutôt le passif et trackers, et ça, c'est ce qui est statistiquement gagnant sur le long terme. Ok. Ouais. Eh ben, écoute, Nicolas, ça m'a fait super plaisir de t'avoir sur le podcast. Moi aussi, on s'est bien marré. Et puis, à très bientôt et merci pour ton temps. Et bonne semaine. Merci. Bye bye. Et puis salut les auditeurs et auditrices.